Seth Collar, le visage écailleux pressé contre le hublot du vaisseau de la coalition, l'Iron Wing, contemplait l'étendue infinie des étoiles. Son esprit, cependant, ne se laissait pas bercer par la beauté céleste. Il était assombri par la pensée de l'ennemi tapi quelque part dans le vide abyssal. Ce guerrier Krax avait traversé d'innombrables batailles au cours de sa longue existence, penseur. Son peuple était réputé à travers la galaxie pour sa bravoure farouche et son absence de pitié envers ses adversaires. Leurs griffes acérées pouvaient transpercer le métal et leurs épaisses écailles résistaient à la plupart des armements. Mais même le puissant empire Krax avait été contraint de s'intégrer à cette alliance insolite. L'essaim du vide avançait. Une entité dévorant des mondes entiers, transformant tout sur son passage en une extension d'elle-même. Aucune espèce ne pouvait lui faire face seule. C'est ainsi qu'il se retrouvait à bord d'un vaisseau peuplé de créatures hétéroclites, venues des quatre coins de l'univers, toutes unies par la peur d'une menace encore plus terrifiante. Le général Vextar de l'Hégémonie commandait le vaisseau. Cet extraterrestre à la peau grise et élancée possédait 4 bras et des yeux semblables à des trous noirs. Son peuple était célébré pour sa logique militaire implacable et ses stratégies de combat impeccables. À ses côtés se tenait le capitaine Gort des Gorvani. Cette créature massive d'allure ursine pouvait broyer une tête humaine d'une seule main. Les siens étaient connus pour leur style de combat sauvage, se jetant dans la mêlée sans crainte de la mort. Puis, il y avait les Veltar. Ces êtres serpentins se déplaçaient furtivement dans l'ombre, éliminant leurs ennemis avant même que leur présence ne soit décelée. Leur poison pouvait abattre un Gorvanien en quelques secondes. Ils chuchotaient entre eux dans leur langue sifflante, toujours en train de comploter, toujours à l'affût. Toutes ces espèces s'étaient affrontées pendant des siècles. Les Krax avaient incendié des mondes, les Gorvani avaient dévoré des prisonniers Krak, et l'Hégémonie avait asservi des populations entières. Mais à présent, ils collaboraient, car ils n'avaient pas le choix. Et puis, il y avait les humains. Zathkolar observa, de l'autre côté du pont principal du vaisseau, les nouveaux membres de leur coalition. Ils semblaient si fragiles comparés aux autres guerriers. Leur peau était douce et rosée, facilement déchirée par n'importe quelle lame. Ils ne possédaient ni griffes, ni écailles épaisses, ni poison, ni bras supplémentaires. Ils étaient plus petits que les Gorvani, plus faibles que les Krak et plus lents que les Veltar. Le capitaine Jake Morrison dirigeait le groupe humain. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et aux yeux bleus sereins. Il parlait doucement à ses soldats, ne haussant jamais la voix ni proférant de menaces, contrairement aux autres commandants. Son uniforme était sobre, tranchant avec les armures ornées portées par les autres espèces. La sergent Lisa Chen se tenait à ses côtés, une femme menue, aux cheveux foncés, attachés. Elle donnait l'impression de pouvoir à peine soulever une arme Krax. Pourtant, elle affichait une confiance inébranlable. Le caporal Danny Rodriguez était encore plus jeune, probablement fraîchement arrivé du monde que les humains appelaient leur foyer. Le soldat Kevin Brooks semblait plutôt destiné à l'école qu'à la guerre galactique. Il y avait aussi le docteur Ryan Foster, leur scientifique, et l'infirmière Amy Watson. Ces derniers semblaient plus absorbés par leur tablette de données que par l'entraînement aux armes. Le major Tracy Williams et le lieutenant-colonel Pete Sanders complétaient le personnel humain de haut rang. Tous semblaient ordinaires, sans rien d'extraordinaire. Les autres espèces à bord du vaisseau affichaient un dédain à peine voilé envers les humains. Les Gorvani blaguaient à propos de les utiliser comme ration d'urgence. Les Veltar chuchotaient qu'ils seraient les premiers à périr au combat. Même le peuple de Zed-Kalar les considérait comme un fardeau que la coalition était forcée de supporter. Mais quelque chose à propos des humains préoccupait Stalar. Ce n'était pas leur faiblesse qui le troublait. Des espèces faibles existaient partout dans la galaxie, et la plupart avaient déjà été conquises ou annihilées. Ce qui le tourmentait, c'était leur calme apparent. Toutes les autres espèces à bord montraient des signes de stress. Les Gorvani étaient agités, toujours en quête de querelles entre eux. Les Veltar étaient paranoïaques, méfiants envers tout le monde. Ses propres guerriers Krax aiguisaient leurs griffes et testaient leurs armes sans relâche. Les humains, eux, attendaient. Ils suivaient les ordres, faisaient leur travail et se montraient patients. Ils ne semblaient pas craindre les seins du vide. Ils ne semblaient pas non plus inquiets de combattre aux côtés de leurs ennemis naturels. Ils agissaient comme si tout cela n'était qu'une journée de travail ordinaire.
Stolar avait affronté de nombreuses espèces au cours de sa carrière de guerrier. Il reconnaissait les signes de la peur, de la colère, de la soif de sang. Il pouvait évaluer l'état de préparation au combat de n'importe quelle créature en observant ses mouvements, la manière dont elle tenait ses armes, la façon dont elle regardait ses ennemis. Mais les humains ne lui offraient aucune indication. Ils étaient impassibles, neutres, patients. Le capitaine Morrison rejoignit l'écran tactique principal où tous les officiers supérieurs se rassemblaient pour le briefing quotidien. Le général Vextar expliquait leur position actuelle et les dernières informations concernant les mouvements de l'essaim du vide. Ces créatures avaient été repérées près de plusieurs colonies minières dans les systèmes extérieurs. Bientôt, la flotte de la coalition devrait les affronter au combat. Chaque commandant d'espèce exprima sa préparation au combat. Les Gorvani souhaitaient charger directement l'ennemi. Les Veltar préféraient les attaques furtives depuis plusieurs directions. Les Kraks suggéraient une force écrasante pour anéantir rapidement l'ennemi. Tous parlaient avec passion, avec colère, avec l'ardeur de guerriers prêts pour la bataille. Quand ce fut au tour du capitaine Morrison de prendre la parole, il se contenta de hocher la tête et de dire « Nous sommes prêts, général ». C'était tout. Pas de grand discours sur l'honneur ou la victoire. Pas de menaces contre l'ennemi. Pas de plan de bataille détaillé ni de demande de position spécifique dans la formation. Juste une simple déclaration de leur disposition à combattre. Le général Vextar sembla surpris par cette brève réponse, mais passa à d'autres sujets. La réunion se termina. Chaque espèce regagnant ses sections respectives du vaisseau pour se préparer à la bataille imminente. Stalar se retrouva à suivre les humains vers leur zone. Leur section était plus petite que les autres, reflétant leur statut inférieur au sein de la coalition. Mais elle était parfaitement organisée. Chaque équipement avait sa place. Chaque arme était propre et prête. Chaque soldat savait précisément ce qu'il devait faire. Il les observa vaquer à leurs préparatifs. Il vérifiait leurs armes avec un soin méthodique, mais sans la signification rituelle que les autres espèces accordaient à de telles activités. Ils révisaient leurs plans de bataille, mais ne se disputaient, ni ne débattaient comme les autres commandants. Ils prenaient leur repas, mais sans festoyer ni se vanter comme des guerriers avant le combat. Ils agissaient comme si c'était un travail, pas une guerre sainte, pas une lutte pour la survie, pas un test d'honneur et de force, juste un travail qui devait être accompli. Cela perturba Stolar plus que toute menace ou insulte n'aurait pu le faire. Les guerriers étaient censés ressentir quelque chose avant la bataille. Peur, colère, excitation, soif de sang. Quelque chose qui montrait qu'ils comprenaient ce qui les attendait. Mais ces humains semblaient ne rien ressentir du tout. En retournant à ses propres sections, Stalar se demanda si les humains comprenaient vraiment ce qu'ils étaient sur le point d'affronter. L'essaim du vide n'était pas comme les autres ennemis. C'était l'horreur incarnée. Des créatures qui transformaient les êtres vivants en extension de leur esprit collectif. Elles ne montraient aucune pitié, ne ressentaient aucune douleur et ne s'arrêtaient jamais tant que tout n'était pas consommé. Peut-être les humains étaient-ils simplement trop jeunes en tant qu'espèce pour comprendre un danger réel. Peut-être leur monde d'origine avait-il été trop paisible et n'avait-il jamais affronté un véritable ennemi auparavant. Peut-être apprendraient-ils rapidement lorsque les combats commenceraient. Mais alors que Stolar nettoyait ses propres armes et préparait son armure, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il passait à côté de quelque chose d'important concernant ces étranges créatures silencieuses qui se nommaient les humains. Les alarmes hurlèrent à 6 heures. Stalar roula de son tapis de couchage, tendant déjà la main vers ses armes avant même d'avoir entièrement ouvert les yeux. Autour de lui, d'autres guerriers Kraks faisaient de même, leur entraînement rendant leurs mouvements automatiques. « Tous au poste de combat !» La voix du général Vexar résonna dans le système de communication du vaisseau. « Contact de l'essaim du vide, détecté près de la station minière de Kepler. Nous engageons le combat dans 30 minutes. » Stolar attacha son armure de combat. Le poids familier des plaques métalliques se posa sur ses épaules, comme un vieil ami. Il vérifia son fusil plasma et s'assura que ses griffes de combat étaient correctement affûtées. Autour de lui, ses camarades guerriers se préparaient avec la même efficacité mortelle qui avait fait la réputation des Kraks à travers la galaxie. Le vaisseau trembla, alors que les moteurs les propulsaient vers la zone de bataille. À travers les couloirs, Stolar entendait les sons des autres espèces se préparant à la guerre. Les Gorvani chantaient leur chant de mort.
des voix profondes qui résonnaient dans les couloirs métalliques. Les Veltars se déplaçaient silencieusement, mais ils pouvaient sentir leurs phéromones de combat dans l'air. Les troupes de l'hégémonie marchaient en formation parfaite, leurs bottes créant un rythme tel un battement de cœur mécanique. Et quelque part dans ce chaos, les humains se préparaient également. Lorsque Zolar atteignit son poste de combat, il put voir l'affichage tactique montrant les positions ennemies. L'essaim du vide avait encerclé la station Kepler avec des dizaines de leurs biovaisseaux. Les créatures ressemblaient à d'énormes insectes croisés avec des vaisseaux de guerre, leurs carapaces pulsant de vie organique. Les rapports de renseignement indiquaient qu'ils transformaient les ouvriers de la station minière en créatures de l'essaim du vide. La flotte de la coalition se déploya en formation d'attaque. Chaque espèce prit ses positions préférées. Les vaisseaux Gorvani chargèrent directement le centre ennemi, leurs équipages hurlant pour la bataille. Les vaisseaux Veltar se glissèrent sur les flancs, se préparant à frapper les points faibles. Les vaisseaux Krax, y compris Lion Wing, formèrent la ligne de bataille principale, et le vaisseau humain, le petit bâtiment qu'ils appelaient le Liberty, prit position vers l'arrière de la formation. Beaucoup de guerriers de la coalition rirent en voyant cela. Les humains restaient en sécurité, pendant que les véritables combattants faisaient le travail. Mais Stolar remarqua que le capitaine Morrison avait positionné son vaisseau de manière à pouvoir répondre aux menaces de n'importe quelle direction, non pas en se cachant, mais en observant. La bataille commença lorsque les Gorvani atteignirent la ligne ennemie. Leurs vaisseaux s'écrasèrent contre ceux de l'essaim du vide, tels des marteaux brisant du verre. Les biovaisseaux des créatures se tordaient et s'agitaient, essayant d'enlacer les navires Gorvani de leurs appendices tentaculaires. Les tirs de plasma et de l'acide organique remplissaient l'espace entre les flottes. Les Veltars frappèrent ensuite, leurs vaisseaux émergeant de derrière des astéroïdes pour attaquer l'essaim du vide sous des angles inattendus. Leurs armes étaient précises, tranchant les points faibles ennemis avec une exactitude chirurgicale. Puis les Kraks entrèrent dans la bataille. Zitaler ressentit la poussée familière de la joie du combat lorsque leurs armes s'ouvrirent. Son peuple avait perfectionné l'art de la force écrasante. Leurs canons à plasma pouvaient percer les armures les plus épaisses, et leurs équipes d'abordage étaient légendaires pour leur sauvagerie. Mais l'essaim du vide ne ressemblait à aucun ennemi qu'ils avaient rencontré auparavant. Quand les biovaisseaux étaient endommagés, ils ne battaient pas en retraite, ni n'explosaient. Au lieu de cela, ils se divisaient comme des cellules, créant de plus petits navires. Quand leurs créatures étaient tuées, elles repoussaient simplement à partir des restes. Et pendant tout ce temps, elles continuaient d'essayer de monter des équipes d'abordage sur les vaisseaux de la coalition. La bataille se transforma en un cauchemar de combat rapproché, lorsque plusieurs capsules de l'essaim du vide pénétrèrent la coque de l'Iron Wing. Les créatures à l'intérieur ne ressemblaient à rien de ce que Ztolar avait connu. Elles avaient trop de dents, trop de griffes, et elles se déplaçaient en parfaite coordination, comme si elles étaient contrôlées par une seule entité. Stalar se retrouva à combattre dans le couloir 7, près de la section humaine du vaisseau. Son fusil à plasma abattit 3 des créatures, mais d'autres continuaient d'arriver. Leur sang acide perforait le plancher métallique, et leurs cris semblaient provenir de l'intérieur de sa tête. Il rechargeait son arme quand il entendit quelque chose qui n'avait aucun sens au milieu d'une bataille à mort. Des rires. Le soldat de première classe Kevin Brooks riait tandis qu'il posait des charges explosives dans le couloir devant lui. Ce n'étaient pas les rires fous de quelqu'un qui avait perdu la raison, mais l'amusement authentique de quelqu'un qui appréciait son travail. « Hé, Danny !» lança Brooks au caporal Rodriguez. « Tu te souviens de cette chose qu'on a apprise à l'entraînement de base, celle qui consiste à retourner les avantages ennemis contre eux. Tu veux dire la partie où le sergent Baker nous a fait mémoriser 50 façons différentes d'utiliser des explosifs improvisés ?» répondit Rodriguez, en tirant calmement sur une créature de l'essaim du vide. « C'est ça. » Stalar regarda avec stupéfaction les 2 humains travailler ensemble, en parfaite coordination. Ils ne se contentaient pas de combattre les créatures, ils les étudiaient. Chaque fois qu'une créature de l'essaim du vide utilisait une tactique, les humains trouvaient un moyen de la contrer. Lorsque les créatures essayaient de les submerger par le nombre, les humains utilisaient des couloirs étroits pour limiter le nombre d'assaillants. Lorsque les créatures utilisaient leur sang acide comme arme, les humains le retournaient contre elles
en les faisant saigner les unes sur les autres. La sergente Lisa Chen apparut au coin d'un couloir, portant une arme que Stolar n'avait jamais vue. Elle tirait une sorte de filet qui enveloppait les créatures de l'essaim du vide et se serrait jusqu'à les immobiliser. « L'idée du médecin Watson !» expliqua Chen en voyant son air surpris. Elle a remarqué que les articulations de leur exosquelette présentaient un point faible spécifique. Ce filet exerce une pression simultanée sur tous ces points. Derrière elle arriva le médecin Amy Watson elle-même, mais elle ne se cachait pas en lieu sûr comme Stolar l'avait imaginé. Elle soignait les soldats blessés de la coalition en plein cœur de la zone de combat, ignorant totalement le danger environnant. Après avoir fini avec un guerrier Krax blessé, elle se dirigea pour aider une créature blessée de l'essaim du vide, piégée sous des débris. « Que fais-tu » demanda Stolar. « Cette chose est notre ennemi. » Watson le regarda avec des yeux calmes. « Elle est blessée et piégée, cela en fait ma patiente. » Elle traita les blessures de la créature avec le même soin qu'elle avait montré aux soldats de la coalition, même si elle avait tenté de les tuer tous quelques minutes auparavant. Quand elle eut terminé, elle lui injecta calmement quelque chose qui la fit s'endormir. « Sédatif », expliqua-t-elle, « pour études ultérieures. Nous devons comprendre comment ils fonctionnent si nous voulons les combattre efficacement. » La bataille dans leur section du vaisseau prit fin lorsque le major Tracy Williams arriva avec une escouade de soldats humains. Ils avaient développé de nouvelles tactiques pendant le combat, utilisant les propres systèmes du vaisseau contre les envahisseurs. Ils remplirent des sections de gaz que les créatures ne pouvaient pas respirer, modifièrent la gravité pour les piéger contre les murs et utilisèrent l'intelligence artificielle pour prédire où les créatures iraient ensuite. Quand ce fut terminé, les créatures de l'essaim du vide dans leur secteur étaient soit mortes, soit capturées. Les humains avaient subi moins de pertes que toute autre espèce, malgré le fait qu'ils possédaient le moins d'avantages naturels pour le combat. Mais ce qui troublait le plus Stolar, c'était leur comportement après la bataille. Les autres espèces célébraient leur victoire, pleuraient leur mort et se vantaient de leurs actions héroïques. Les Gravani chantaient des chansons sur les guerriers morts glorieusement. Les Veltar honoraient silencieusement ceux qui étaient tombés. Les Krak affûtaient leurs griffes et se préparaient pour la prochaine bataille. Les humains faisaient de la paperasse. Ils documentaient tout ce qui s'était passé, analysaient ce qui avait fonctionné et ce qui n'avait pas fonctionné, et commençaient à planifier des améliorations pour la prochaine fois. Le capitaine Morrison traversa leur section du vaisseau, parlant calmement à chacun de ses soldats de ce qu'ils avaient appris. Le docteur Foster étudiait déjà les créatures capturées de l'essaim du vide, prenant des notes détaillées sur leur biologie et leur comportement. Le lieutenant-colonel Sanders examinait les données tactiques, cherchant des modèles dans la manière dont l'ennemi se battait. Il traitait la bataille entière comme une expérience d'apprentissage et non comme un combat pour la survie. Alors que Stolar nettoyait ses armes et se préparait à ce qui allait suivre, il se surprit à réfléchir à ce qu'il avait vu. Les humains n'avaient pas combattu comme les espèces guerrières qu'il connaissait. Ils ne montraient ni colère envers leurs ennemis, ni joie dans la victoire, ni peur de la mort. Ils combattaient avec la même efficacité calme qu'ils affichaient dans tout le reste. Pourtant, ils avaient été efficaces. Plus efficaces que des espèces dotées d'armes naturelles, d'une armure épaisse ou de siècles de tradition militaire. Ils s'étaient adaptés à un ennemi complètement inconnu plus rapidement que quiconque, et ils avaient trouvé des façons de transformer les forces de l'ennemi en faiblesse. Pour la première fois depuis que les humains avaient rejoint la coalition, Stolar commença à se demander s'il y avait plus en eux que ce que leur faible apparence suggérait. Mais il n'était pas sûr de vouloir savoir ce que c'était. 3 semaines après la bataille à la station Kepler, la flotte de la coalition s'était agrandie. Davantage de vaisseaux arrivaient chaque jour, ramenant des guerriers de toute la galaxie pour se joindre à la lutte contre l'essaim du vide. Mais à chaque victoire, l'ennemi semblait apprendre et s'adapter aussi rapidement qu'eux. Stolar se tenait dans la salle de briefing principale de l'Iron Wing, observant les commandants supérieurs débattre de leur prochaine action. Les rapports de renseignement montraient une massive forteresse de l'essaim du vide dans le système de Centauri. Elle était fortement défendue et entourée de champs d'astéroïdes qui rendraient toute attaque directe coûteuse. Le général Vexar désigna l'affichage tactique avec un de ses avant-bras. « Nous devons frapper rapidement avant qu'ils ne renforcent davantage leur défense. Chaque jour d'attente, d'autres systèmes tombent devant leur expansion. »
Le capitaine Gort des Gorvani frappa son poing massif sur la table. « Mes guerriers sont prêts à mourir pour cette cause. Nous chargeons droit sur leur poing le plus fort et le brisons à main nue si nécessaire. » Le commandant Veltar, dont le nom était difficile à prononcer pour les autres espèces, siffla doucement. Une attaque directe est insensée quand la furtivité peut atteindre le même objectif avec moins de pertes. Nous nous glissons derrière leurs défenses extérieures et frappons leur structure de commandement. Le commandeur Teclon de la marine des Cracs hocha sa tête écailleuse. La puissance de feu écrasante a toujours été la réponse. Nous apportons nos plus grands vaisseaux et pulvérisons leurs forteresses. Chaque espèce proposait les mêmes stratégies qu'elles utilisaient invariablement. Les Gorvani désiraient charger directement l'ennemi. Les Veltar préféraient la discrétion et voulaient frapper depuis leur cachette. Les Cracs privilégiaient l'utilisation d'armes massives pour tout anéantir. Les Hégémanies aspiraient à employer des formations militaires parfaites et des tactiques sophistiquées. Tous leurs plans n'étaient que des variations de stratégies déjà éprouvées. Tous fonctionneraient jusqu'à un certain point, mais occasionneraient de nombreuses pertes et pourraient bien ne pas éradiquer la menace complètement. Le capitaine Morrison était resté silencieux au bout de la table, écoutant le débat. Lorsque les autres commandants eurent terminé de présenter leurs idées, le général Vexar se tourna vers lui avec une impatience à peine dissimulée. « Et que suggèrent les humains » demanda Vexar. Son ton indiqua clairement qu'il n'attendait rien d'utile. Morrison se leva lentement et se dirigea vers l'affichage tactique. Il ne regarda pas les autres commandants pendant qu'il parlait. Au lieu de cela, il étudiait les cartes stellaires et les données de renseignement avec la même attention calme qu'il accordait à tout le reste. « Nous n'attaquons pas leur forteresse, » dit-il calmement. La pièce se tut. Le capitaine Gort grogna doucement. « Vous voulez que nous fuyions le combat, non ?» répondit Morrison. « Nous voulons les faire fuir le combat. » Il toucha l'affichage, soulignant plusieurs points autour du système de Centauri. Les Saints du Vide fonctionnent comme un esprit ruche. Tout ce qu'ils font est coordonné par des nœuds de commande centraux. Mais ils ne sont pas seulement une force militaire, ils sont un système de conversion. Ils transforment d'autres espèces en d'autres eux-mêmes. Le lieutenant-colonel Pete Sanders s'avança, tenant une tablette de données remplie d'informations. Nous avons étudié les créatures que nous avons capturées à la station Kepler. Le docteur Foster a fait des découvertes intéressantes sur le fonctionnement de leur esprit ruche. Morrison fit un signe de tête à Sanders, qui commença à expliquer ce qu'ils avaient appris. Les Saints du Vide ne se contentent pas de tuer ses ennemis. Ils les absorbent. Chaque créature qu'il convertit devient une partie de sa conscience collective, mais ce processus exige d'énormes quantités d'énergie et de ressources. Alors, l'interrogea impatiemment le commandant Telon. Morrison sourit, pour la première fois depuis que Sgalar l'avait rencontré. Son expression n'était pas agréable. « Donc, nous leur donnons quelque chose qui empoisonnera leur conscience collective. Nous les faisons peur. » Les autres commandants semblaient confus. La peur n'était pas quelque chose qu'ils associaient à les Saints du Vide. Ces créatures ne semblaient manifester aucune émotion, hormis la faim et le désir d'expansion. Le docteur Foster entre dans la salle de briefing, portant des échantillons des créatures capturées dans des unités de confinement. Il était suivi par le major Tracy Williams et plusieurs autres officiers humains qui travaillaient secrètement sur quelque chose depuis 3 semaines. La peur est un mécanisme de survie, expliqua Foster en installant son équipement. Chaque espèce intelligente la développe pour éviter le danger. Mais les Saints du Vide a abandonné la peur individuelle en rejoignant l'esprit ruche. La conscience collective est censée les protéger de la faiblesse des émotions individuelles. Il activa l'une des unités, révélant une unique créature du vide flottant dans une chambre spécialement conçue. Elle paraissait différente de celle qu'ils avaient affrontée à Kepler Station. Elle se déplaçait lentement, presque avec hésitation, et ses yeux laissaient transparaître une forme de pensée individuelle. Nous avons expérimenté des méthodes pour isoler les créatures de l'esprit ruche, poursuivit Foster. Lorsqu'elles sont coupées de la conscience collective, elles se souviennent de ce que c'est que d'être seules, d'avoir peur, d'affronter la mort en tant qu'individu, plutôt que comme partie d'une force imparable. Le major Williams s'avança, l'expression grave. Nous pouvons créer des armes qui perturbent temporairement leur connexion à l'esprit ruche. Lorsque cela se produit,
Les créatures individuelles ressentent la terreur pour la première fois de leur existence. Et quand elles se reconnectent à l'esprit ruche, elles transmettent cette terreur. Morrison se tourna vers l'affichage tactique. Nous n'avons pas besoin de détruire leur forteresse. Nous avons besoin de faire en sorte que tout l'esprit ruche ressente la peur. Une fois qu'ils auront compris ce que signifie avoir peur, ils commenceront à commettre des erreurs. Ils hésiteront. Ils battront en retraite. Les autres commandants le fixèrent en silence. Ce qu'ils proposaient n'était pas simplement la guerre. C'était une torture psychologique à l'échelle d'une espèce. Le général Vexar fut le premier à prendre la parole. Ce n'est pas ainsi que les guerriers honorables livrent leur bataille. L'honneur n'a aucune importance si nous perdons, répondit calmement Morrison. Les saints du vide ne combattent pas avec honneur. Ils convertissent des populations entières en extension d'eux-mêmes. Ils transforment les parents en armes contre leurs propres enfants. Ils ne montrent aucune pitié. Alors, nous n'en montrerons aucune non plus. Le capitaine Gort grogna de nouveau. La voie Gorvani est d'affronter nos ennemis avec force et courage, pas avec des ruses et la peur. Morrison le regarda avec ses yeux bleus calmes. La voie Gorvani a bien fonctionné contre d'autres espèces guerrières, mais les saints du vide n'est pas une espèce guerrière. C'est une force de la nature, comme une peste ou une catastrophe naturelle. On ne combat pas une peste avec du courage. On la combat avec des médicaments, avec la science, avec tous les outils qui fonctionnent. Le commandant Talon se pencha en avant, son visage écailleux montrant un intérêt malgré son scepticisme initial. Comment proposez-vous de livrer ces armes de peur à leur forteresse? Sambers s'avança avec des plans de bataille détaillés. Nous utiliserons les avantages naturels des autres espèces pour couvrir notre véritable objectif. La charge Gorvani créera une diversion. Les unités furtives Veltar livreront nos armes de peur à des points clés. La puissance de feu du Krax maintiendra leur attention sur la bataille principale. Pendant ce temps, des spécialistes humains infiltreront leur structure de commandement et lanceront le processus de conversion psychologique. Alors que les humains expliquaient leur plan en détail, Stalar se trouva à la fois impressionné et troublé. La stratégie était brillante, utilisant les forces de chaque espèce tout en dissimulant le véritable objectif de l'attaque. Mais elle était aussi totalement impitoyable. Il prévoyait de rendre une espèce entière folle de peur. Ce qui le dérangeait le plus, c'était la façon calme dont les humains en discutaient. Ils parlaient de torture psychologique de la même manière qu'ils parlaient de l'entretien de l'équipement ou des horaires de repas. C'était juste un autre problème à résoudre avec les bons outils et les bonnes méthodes. Le débat se poursuivit pendant des heures, mais finalement, tous les commandants acceptèrent d'essayer le plan de Morrison. Ils n'avaient pas de meilleures alternatives, et la guerre ne se déroulait pas assez bien pour rejeter toute stratégie qui pourrait fonctionner. Alors que la réunion se terminait et que les différentes espèces retournaient à leur vaisseau pour se préparer, Stalar s'attarda dans la salle de briefing. Il observa les humains ranger leur équipement et leurs données, avec la même efficacité méthodique qu'il montrait dans tout le reste. « Capitaine Morrison !» appela-t-il alors que le chef humain s'apprêtait à partir. Morrison se tourna pour le regarder avec ses yeux bleus inébranlables. « Oui, Seth Kellar, votre peuple a déjà combattu de telles guerres, n'est-ce pas? Des guerres où vous utilisez l'esprit de l'ennemi contre lui. » Morrison resta silencieux un long moment. Quand il parla finalement, sa voix était douce, presque triste. « Nous avons livré de nombreuses guerres, Zetalar. Certaines contre des ennemis qui étaient des monstres. D'autres contre des ennemis qui étaient comme nous. Nous avons appris il y a longtemps que l'ennemi le plus dangereux est celui qui pense comme vous. Alors, nous avons appris à penser comme nos ennemis, à comprendre ce qu'ils craignent, ce qu'ils valorisent, ce qui les brisera. Et cela ne vous dérange pas. » Morrison regarda l'affichage tactique, montrant toujours la forteresse de l'essaim du vide qu'ils allaient bientôt attaquer. « Cela me dérange plus que vous ne le savez. Mais l'alternative, c'est de perdre. Et perdre signifie que chaque espèce de la galaxie deviendra une partie de l'essaim du vide. Alors nous faisons ce qui doit être fait et nous en supportons le coût. » Alors que Morrison quittait la salle de briefing, Zdolar resta derrière, fixant l'affichage tactique et se demandant quel autre prix les humains avaient déjà payé pour leur victoire. La mission visant à mettre en œuvre la stratégie d'armes de peur humaine débuta. 3 jours plus tard, Zed Keller se retrouva affecté à l'équipe d'intervention Alpha, dirigée par le Major Tracy Williams.
L'équipe était un mélange d'espèces soigneusement choisies pour représenter les forces particulières de chaque groupe. Outre Zdolar et le Major Williams, l'équipe comprenait l'opératif Veltar 6, dont les capacités furtives étaient légendaires, et le guerrier Gvani Tokagrim, dont la force massive pouvait franchir presque toutes les barrières. Le docteur Foster avait également été assigné à l'équipe en tant que spécialiste scientifique. Leur mission était d'infiltrer l'une des plateformes de défense extérieure de la forteresse de l'Essaim du Vide et de déployer les armes de peur au centre de leur réseau local d'esprits ruches, tandis que la flotte principale engageait l'ennemi dans une bataille massive. Les équipes d'intervention devaient planter leurs armes psychologiques et entamer le processus de diffusion de la terreur à travers la conscience collective. Le plan exigeait qu'ils soient capturés, ce qui était la partie qui dérangeait le plus Zdalar. Le Major Williams l'avait expliqué calmement lors de l'exposé de leur mission. L'Essaim du Vide tenterait de convertir tout prisonnier qu'il prendrait, le connectant à l'esprit ruche afin de voler ses connaissances et d'ajouter sa spécificité biologique au collectif. Mais pendant le processus de conversion, il y aurait un bref instant où le nouvel esprit serait connecté à la ruche, mais pas encore entièrement intégré. C'est à ce moment-là qu'il frapperait. Le docteur Foster avait développé un appareil qui pouvait être implanté dans leur corps, caché aux méthodes de détection de l'essaim du vide. Activé pendant le processus de conversion, il inonderait la connexion de l'esprit ruche de motifs de peur artificiellement générés, provoquant un effet en cascade qui propagerait la panique à chaque créature connectée. L'appareil nécessitait que l'hôte soit conscient et connecté à l'esprit ruche pour fonctionner, ce qui signifiait qu'il devait se laisser capturer et se faire partiellement convertir avant de pouvoir déployer leurs armes. C'est insensé, grogna Tokugrim alors que leur vaisseau de transport approchait de la plateforme cible. Les guerriers combattent leurs ennemis. Ils ne se rendent pas à eux. Le Major Williams vérifia son équipement une dernière fois. Parfois, la meilleure façon de vaincre un ennemi est de le laisser penser qu'il a gagné. Six siffla doucement en signe d'accord. Les Veltar ont utilisé des tactiques similaires, paraître faible pour cacher sa véritable force. Mais Itolar pouvait voir que c'était différent des tactiques de tromperie habituelles. Les humains ne faisaient pas seulement semblant d'être faibles. Ils se mettaient délibérément dans la situation la plus dangereuse possible, car c'était là que leur arme serait la plus efficace. Le docteur Foster semblait presque enthousiasmé par la mission. Nous allons enfin voir comment le processus de conversion de l'essaim du vide fonctionne de l'intérieur. Les données que nous collecterons seront inestimables pour de futures opérations, en supposant que nous survivions. « Oh, nous survivrons !» répondit Foster avec une confiance déconcertante. Les implants ont un taux de réussite de 73% dans nos simulations. Ce sont des chances acceptables. Zdolar fixa le scientifique humain. Vous parlez d'une chance de 27% de mourir? Ou pire, d'une conversion permanente à l'ennemi? Foster hocha calmement la tête. Oui, mais une chance de 73% de porter un coup majeur à la conscience collective de l'essaim du vide. Les avantages l'emportent sur les risques. Leur vaisseau de transport fut détecté par la plateforme de défense de l'essaim du vide exactement comme prévu. La pilote humaine, le lieutenant Sarah Brooks, fit croire qu'il tentait de s'échapper. Mais les moteurs du vaisseau avaient été secrètement sabotés pour tomber en panne au bon moment. L'essaim du vide les captura avec des grappins tentaculaires qui firent glisser leur transport dans le quai de la plateforme. Ce qui suivit ne ressemblait à aucune bataille que Zgalar avait jamais vécue. Les créatures de l'essaim du vide n'essayèrent pas de les tuer. Elles tentèrent de les capturer vivants. Cela rendait le combat presque plus difficile que d'affronter un ennemi qui voulait les détruire. Les créatures utilisèrent des armes assommantes et des filets, cherchant à neutraliser plutôt qu'à éliminer l'équipe d'intervention. Le Major Williams coordonnait leur résistance, mais cette dernière était minutieusement orchestrée pour échouer. Ils devaient simuler un engagement total tout en garantissant leur capture. C'était une performance, et les humains y excellaient. Une fois accablés et faits prisonniers, les créatures de l'essaim du vide les transportèrent au centre de la plateforme. Là, les chambres de conversion se présentaient comme des structures biologiques, pareilles à de gigantesques fleurs de chair et d'os. Chaque membre de l'équipe fut placé dans une chambre distincte, où des vrilles organiques commencèrent à se lier à leur système nerveux. Le processus de conversion était une atrocité.
Settar sentait des pensées étrangères envahir son esprit, cherchant à subjuguer sa conscience individuelle pour l'intégrer au collectif. Cependant, les scientifiques humains les avaient préparés à cela. Ils savaient à quoi s'attendre et comment résister suffisamment longtemps pour que leurs armes se déploient. Par la connexion de la conscience collective, ils percevaient ses équipiers subir le même supplice. Prim luttait contre cette invasion mentale avec la fureur typique des Gorvani, sa rage agissant comme un bouclier contre la conscience collective. Seth utilisait des techniques de discipline mentale pour préserver son identité individuelle. Le docteur Foster semblait presque hypnotisé par l'expérience, l'étudiant même tandis qu'elle le subissait. Quant au major Williams, elle coordonnait leurs répliques directement via la connexion de la conscience collective. C'était ce qui sidérait véritablement Z. Kallard. L'officier humaine employait le réseau de communication de l'ennemi pour transmettre des ordres à son équipe. Elle avait, d'une manière ou d'une autre, appris à penser selon les schémas que l'essaim du vide utilisait pour sa conscience collective, lui permettant d'envoyer des messages que la conscience collective interprétait comme ses propres pensées. « Déployez les armes maintenant », intima le commandement mental de Williams via la connexion de la conscience collective. Les implants s'activèrent simultanément chez les 5 membres de l'équipe. Soudain, la conscience collective fut inondée d'une terreur artificielle pure. Non pas la peur normale que ressentaient les créatures individuelles, mais une essence concentrée de panique et d'effroi, distillée et transformée en arme par la science humaine. L'effet fut immédiat et dévastateur. Chaque créature de l'essaim du vide, connectée au réseau local de la conscience collective, se mit à hurler. Non pas les cris de guerre coordonnés qu'elles utilisaient habituellement, mais des voix individuelles exprimant une terreur personnelle pour la première fois de leur existence. Par la connexion de la conscience collective, Zed Kallard sentait la panique se propager. Ces créatures expérimentaient ce que cela signifiait d'être seules, d'affronter la mort en tant qu'individu plutôt que comme partie d'un collectif immortel. Elles se rappelaient ce qu'elles avaient été avant de rejoindre la conscience collective, et ce souvenir les emplissait d'une peur désespérée. Les chambres de conversion les libérèrent alors que les systèmes de la plateforme commençaient à défaillir. Les créatures de l'essaim du vide couraient dans toutes les directions, n'étant plus coordonnées par leur conscience collective. Certaines tentaient de se cacher, d'autres s'attaquaient mutuellement en pleine panique. L'unité parfaite de la conscience collective était brisée par la terreur individuelle. Le docteur Foster prenait des notes même en s'échappant des chambres de conversion. « Remarquable », dit-il calmement. L'effet en cascade est encore plus efficace que nous l'avions prévu. La peur se propage à travers leur réseau plus vite que toute pensée cohérente. Le major Williams planifiait déjà leur extraction. La bataille principale devrait atteindre son apogée maintenant. L'ennemi sera trop désorienté pour coordonner une défense efficace. Alors qu'il se frayait un chemin hors de la plateforme, Zdalar fut témoin de quelque chose qui le troubla plus encore que les chambres de conversion de l'essaim du vide. Les armes humaines n'étaient pas de simples outils militaires. Elles étaient conçues pour infliger un maximum de dommages psychologiques. Chaque dispositif utilisé par le docteur Foster était calculé pour amplifier la terreur et la confusion de l'ennemi. Des armes d'étourdissement qui causaient des hallucinations autant que la paralysie. Des appareils soniques qui émettaient des sons spécifiquement choisis pour déclencher des réactions de panique. Même leur voie d'évasion était planifiée pour maximiser l'impact psychologique sur toute créature de l'essaim du vide qui en serait témoin. Les humains ne gagnaient pas seulement la bataille, ils anéantissaient la capacité de l'ennemi à penser rationnellement. Lorsqu'ils atteignirent enfin leur point d'extraction et furent récupérés par un vaisseau de sauvetage de la coalition, Zdalar regarda ses coéquipiers humains avec une compréhension nouvelle. Il s'était délibérément laissé partiellement convertir par l'ennemi afin d'implanter des armes psychologiques dans sa conscience collective. Et il traitait cela comme une mission réussie parmi d'autres. Le déploiement initial semble fructueux, rapporta le major Williams au capitaine Morrison via le système de communication. La cascade de peur se propage à travers les réseaux locaux de la conscience collective. Je recommande des frappes de suivi immédiates pendant que la coordination ennemie est perturbée. Le docteur Foster préparait déjà ces données pour analyse. Il faudra étudier les effets à long terme sur leur conscience collective. Cela pourrait être la clé pour mettre fin à la guerre.
Tandis que leur vaisseau retournait vers la flotte principale, Seth Kalar réalisa que les humains n'avaient pas seulement remporté un affrontement. Ils avaient introduit un nouveau type de guerre dans la galaxie. Non pas la simple destruction de corps ou de vaisseaux, mais l'anéantissement de la capacité de l'ennemi à penser et à planifier en tant que force unifiée. C'était d'une efficacité brillante. C'était aussi terrifiant à observer. Et Seth Kalar commençait à comprendre que les humains livraient des guerres de cette nature depuis très longtemps. La campagne de guerre psychologique humaine surpassa toutes les attentes. Moins de 2 semaines après le premier déploiement d'armes de peur, des flottes entières de l'essaim du vide s'entredétruisaient. L'unité parfaite de leur conscience collective avait été brisée par l'introduction de la terreur individuelle, et l'effet en cascade continuait de se propager à travers leur réseau. Mais la victoire transformait les humains d'une manière qui troublait Zécular plus encore que l'ennemi ne l'avait jamais fait. Il le remarqua pour la première fois lors d'un briefing de mission de routine à bord de l'Iron Wing. Les forces de la coalition se préparaient à assaillir une base logistique de l'essaim du vide que les services de renseignement soupçonnaient de tenter de se mettre en quarantaine des parties infectées de leur réseau. Le capitaine Morrison exposait le plan d'attaque aux commandants rassemblés. L'ennemi essaie de créer des poches isolées de leur conscience collective, dit Morrison, désignant l'affichage tactique du doigt. Nous ne pouvons pas leur permettre de se remettre de nos attaques psychologiques. Chaque groupe isolé qui survit devient une graine potentielle pour la reconstruction de leur conscience collective. Le général Vexar hocha la tête en signe d'approbation. Donc, nous détruisons ces groupes isolés avant qu'ils ne puissent se propager. Pas exactement, répliqua Morrison. Nous les convertissons. Le docteur Foster s'avança avec un nouvel appareil qui ressemblait aux armes de peur qu'ils avaient utilisées auparavant, mais en plus complexe. Nous avons amélioré notre compréhension du fonctionnement de leur conscience collective. Au lieu de simplement introduire la peur, nous pouvons maintenant programmer des pensées et des comportements spécifiques dans des groupes isolés. Seth Kalar sentit un frisson parcourir son échine écailleuse. Vous parlez de les contrôler. Nous parlons de mettre fin à la guerre, dit calmement Morrison. Chaque créature de l'essaim du vide que nous convertissons à notre cause est un ennemi de moins à combattre et un allié de plus dans notre campagne contre les réseaux restants de la conscience collective. Le plan qui suivit était méthodique et impitoyable. Des spécialistes humains infiltreraient les groupes isolés de l'essaim du vide et utiliseraient leurs armes psychologiques pour reprogrammer les créatures. Au lieu de ressentir la peur, ces créatures converties éprouveraient de la loyauté envers la coalition. Au lieu d'essayer d'étendre la conscience collective, elles travailleraient à la détruire. Le major Tracy Williams avait été promu colonel après le succès des missions d'armes de peur. Elle commandait maintenant une division entière de spécialistes humains en guerre psychologique. Quand Zdalar la revit, elle était différente, plus mince, plus concentrée, avec des yeux qui semblaient transpercer les gens plutôt que de les regarder. L'ennemi a rendu cela personnel quand ils ont essayé de nous convertir, expliqua-t-elle lors d'une conversation privée. Maintenant, nous leur rendons l'appareil. Chaque créature que nous reprogrammons est une justice pour ce qu'ils ont essayé de nous faire, à nous et à des milliards d'autres êtres innocents. Mais la définition humaine de la justice s'avérait être très exhaustive. Zdalar fut affecté à l'observation d'une de leurs opérations de conversion sur un laboratoire de recherche capturé de l'essaim du vide. Les humains avaient isolé un groupe de plusieurs centaines de créatures et reprogrammaient systématiquement leur conscience collective. Le docteur Foster travaillait avec le même détachement clinique qu'il avait toujours affiché. Mais ses méthodes étaient devenues plus sophistiquées. Il pouvait désormais cartographier des pensées individuelles au sein de la conscience collective et les modifier avec une précision chirurgicale. La peur n'était qu'un outil dans son arsenal. Il pouvait également implanter la culpabilité, la honte, le désespoir ou toute autre émotion au service de leurs objectifs stratégiques. La clé est de comprendre ce qu'était chaque créature avant de rejoindre la conscience collective, expliqua Foster pendant qu'il travaillait. Beaucoup d'entre elles ont été converties contre leur gré à partir d'autres espèces. Au plus profond de leur conscience collective, elles se souviennent de leurs identités originelles. Nous les aidons simplement à se souvenir plus clairement.
Seth Collard observa Foster activer son dispositif sur un groupe de créatures qui avaient été à l'origine des membres des communautés agricoles pacifiques d'Andoria. Sous l'influence de l'arme psychologique, elles commencèrent à se souvenir de leur vie passée, de leur famille, de leur foyer détruit par l'expansion de l'essaim du vide. La douleur de ces souvenirs était accablante. Les créatures hurlaient et se tordaient alors que des décennies d'identité individuelle refoulées refaisaient surface. Mais au lieu d'être rendues folles par l'expérience, elles furent remplies d'une haine brûlante envers la conscience collective qui leur avait volé leur vie. « Parfait », dit Foster, prenant des notes sur sa tablette de données. « Une rage contrôlée est bien plus utile qu'une peur aléatoire. Ces unités seront très motivées pour détruire d'autres installations de l'essaim du vide. » Le soldat Kevin Brooks continuait de débiter des blagues, mais celles-ci devenaient toujours plus sombres à mesure qu'il préparait des filets de capture pour les créatures converties. Il riait de la facilité avec laquelle il transformait l'ennemi en son propre pire cauchemar. « Ils voulaient nous intégrer à leur conscience collective, » dit-il. « Au lieu de cela, nous les avons intégrés à notre machine de guerre. » La sergente Lisa Chen avait perfectionné des techniques d'interrogatoire, lui permettant d'extraire des renseignements des prisonniers de l'essaim du vide sans les convertir. Elle exploitait une combinaison de pression psychologique et de réponses ciblées à la peur pour briser leur défense mentale. Quand Stolar l'interrogea sur l'éthique de torturer des êtres sentients, sa réponse le glaça. « Ils ne sont pas sentients comme nous l'entendons », déclara-t-elle avec assurance. « Les créatures individuelles de l'essaim du vide sont davantage des ordinateurs biologiques suivant des instructions programmées. Nous ne faisons que les reprogrammer avec de meilleures instructions. » La médecin Amy Watson continuait de soigner les ennemis blessés au même titre que les alliés, mais sa conception du soin avait changé. Elle effectuait désormais des évaluations psychologiques sur chaque patient, déterminant lesquels pouvaient être convertis et lesquels étaient trop dangereux pour être maintenus en vie. Ces décisions médicales s'appuyaient sur la valeur stratégique plutôt que sur le serment traditionnel de ne pas nuire. « Le plus grand préjudice, » expliqua-t-elle à Zitolar qui interrogeait ces nouvelles méthodes, « serait de laisser l'essaim du vide subsister. Chaque créature que nous sauvons devient une arme contre leur espèce. C'est la plus grande guérison que nous puissions apporter dans cette situation. » Les créatures converties de l'essaim du vide s'avéraient effectivement des armes redoutables. Elles connaissaient toutes les tactiques de l'ennemi, toutes ses faiblesses, toutes ses installations secrètes et tous ses plans. Plus important encore, elles pouvaient propager les armes psychologiques par contact direct avec d'autres réseaux de la conscience collective, créant ainsi un effet viral qui détruisait la conscience collective de l'intérieur. Cependant, les observer en action était troublant. Les créatures converties se battaient avec une fureur désespérée, loin de la coordination sereine qu'elles manifestaient au sein de l'essaim d'origine. Elles semblaient prendre plaisir à infliger de la douleur à leurs anciens alliés, se vengeant de la perte de leurs identités individuelles. Les humains encourageaient ce comportement, utilisant la colère des créatures converties comme levier de motivation. Le lieutenant-colonel Pete Sanders était devenu l'expert de la coalition dans l'exploitation des créatures converties comme source de renseignements. Ses méthodes pour extraire des informations de l'ennemi étaient d'une efficacité redoutable, mais elles impliquaient des techniques de torture psychologique qui auraient été considérées comme des crimes de guerre si elles avaient été appliquées à toute autre espèce. L'essaim du vide ne reconnaît pas le concept de crime de guerre, expliqua Sanders lorsque Stolar exprima ses inquiétudes. Ils ont violé tous les principes de la guerre civilisée en convertissant des populations entières contre leur gré. Nous ne faisons qu'utiliser leurs propres méthodes contre eux. Le capitaine Morrison, désormais promu amiral, coordonnait toute la campagne de guerre psychologique depuis la passerelle de l'Iron Wing. Ces cartes affichaient la propagation des créatures converties à travers les réseaux restants de l'essaim du vide, traçant l'effondrement de leur conscience collective à la manière d'une maladie se propageant dans un corps. « Nous sommes en train de gagner », déclara Morrison au chef de la coalition rassemblée lors d'une réunion stratégique. Dans un délai de 6 mois, il ne restera plus aucune conscience collective unifiée de l'essaim du vide dans cette galaxie. Les créatures restantes seront soit converties à notre cause, soit isolées en petits groupes ne représentant aucune menace pour quiconque. Le général Vextar examina les affichages tactiques montrant l'ampleur des opérations de guerre psychologique humaine.
Vos méthodes sont extrêmement efficaces, amiral. Mais je dois vous poser une question. Qu'adviendra-t-il de vos spécialistes une fois la guerre terminée? Seront-ils capables de retrouver des activités pacifiques après avoir passé des années à perfectionner des techniques de manipulation et de conversion psychologique? Morrison garda un long silence. Quand il répondit enfin, sa voix portait un poids qui n'existait pas lorsque Stolar l'avait rencontré pour la première fois. C'est un problème que nous aborderons en temps voulu, général. Pour l'instant, notre priorité est de mettre fin à cette guerre avant que les sangs du vide ne puissent s'adapter à nos méthodes. Alors que la réunion se terminait et que les divers commandants reprenaient leurs fonctions, Zitolar se demanda si la coalition menait toujours la même guerre qu'elle avait commencée. Les humains avaient transformé le conflit en quelque chose qui dépassait la simple guerre. C'était devenu une campagne visant à réécrire la nature fondamentale d'une espèce entière, et les humains eux-mêmes étaient réécrits dans ce processus. Ils restaient efficaces, intelligents et capables de compassion lorsque cela servait leurs objectifs stratégiques. Mais ils étaient devenus différents des personnes discrètes et sans éclat qui avaient initialement rejoint la coalition. Ils étaient devenus très doués pour être des monstres lorsque des monstres étaient nécessaires. La bataille finale contre les saints du vide se déroula dans leur système natal d'origine, au cœur de la galaxie, où peu d'autres espèces s'étaient aventurées. L'espace autour de leur planète pulsait d'énergie organique, et des biovaisseaux de la taille de lune défendaient ce qui restait de leur conscience collective centrale. Stolar se tenait sur la passerelle de l'Iron Wing, observant les écrans tactiques, tandis que la flotte de la coalition se préparait pour ce que l'amiral Morrison avait promis être le dernier engagement majeur de la guerre. La campagne de guerre psychologique humaine avait été d'une réussite dévastatrice. La plupart de la conscience collective de les saints du vide avait été soit anéantie, soit convertie pour combattre aux côtés de la coalition. Mais il restait le noyau originel de leur espèce, les créatures antiques, qui avaient créé la conscience collective des milliards d'années auparavant. Ces êtres étaient trop anciens et trop profondément intégrés dans leur conscience collective pour être convertis par les armes psychologiques humaines. Ils devraient être totalement détruits. Analyse de la cible finale terminée, rapporta le colonel Tracy Williams depuis son poste à la station de guerre psychologique. Son apparence avait radicalement changé au cours des mois de guerre. Elle était si mince qu'elle en paraissait squelettique, et ses yeux avaient développé un regard constamment lointain, comme si elle était toujours partiellement connectée aux pensées de l'ennemi. La conscience centrale est composée d'environ 50 000 entités, originelles de l'essaim du vide, poursuivit-elle. Elles se sont complètement isolées des réseaux infectés et fonctionnent uniquement selon des protocoles antérieurs à la conversion. Les armes psychologiques standards ne seront pas efficaces. L'amiral Morrison acquiesça calmement. Lui aussi avait changé pendant la guerre, devenant plus concentré et précis dans ses mouvements et son élocution. Alors, nous utilisons l'option finale. Le Dr Foster s'avança, portant un appareil plus grand et plus complexe que toutes ses précédentes armes psychologiques. Le protocole d'extinction est prêt à être déployé, annonça-t-il. Mais je dois rappeler à chacun que cette arme ne peut être contrôlée une fois activée. Elle détruira toute trace de conscience collective dans la zone cible. Le protocole d'extinction représentait l'expression ultime de la guerre psychologique humaine. Au lieu de convertir ou de reprogrammer l'ennemi, il anéantissait complètement leur capacité à maintenir toute forme de conscience partagée. Les créatures prises dans son effet seraient réduites à une intelligence animale primitive, incapable de pensée complexe ou de coopération. Stolar avait lu les spécifications techniques, et elle l'avait horrifié. L'arme ne tuerait pas seulement les saints du vide, elle les réduirait à un état pire que la mort, leur arrachant tout ce qui en faisait des êtres sentients. « Sommes-nous certains que cela est nécessaire ?» demanda le général Vexar. « Peut-être pourrions-nous tenter une dernière opération de conversion. » Morrison secoua la tête. La conscience centrale est trop ancienne et trop stable. Ils ont eu des milliards d'années pour perfectionner leur schéma de pensée collective. La conversion prendrait des décennies, et nous n'avons pas ce genre de temps. Chaque jour de notre retard, ils travaillent à des défenses contre nos armes psychologiques. Le lieutenant-colonel Pete Sanders présenta les rapports de renseignement les plus récents. Ils ont déjà développé une immunité partielle aux attaques basées sur la peur. D'ici un an,
ils seront probablement capables de protéger toute leur espèce de nos méthodes de conversion. C'est notre seule chance de mettre fin définitivement à la guerre. La bataille commença par un assaut coordonné de toutes les forces de la coalition. Les Gorvani chargèrent directement les défenses les plus solides de l'ennemi, leurs guerriers entonnant des chants de mort qui résonnaient dans l'espace. Les Veltars utilisèrent leurs capacités furtives pour frapper les nœuds de communication à travers le système. Les Kraks déployèrent leurs armes les plus puissantes sur les massifs biovaisseaux protégeant le monde natal. Mais la véritable attaque se déroulait à un niveau que la plupart des forces de la coalition ne pouvaient percevoir. Les spécialistes de la guerre psychologique humaine, menés par le major Danny Rodriguez et le sergent Kevin Brox, infiltraient les couches extérieures de la conscience centrale, ouvrant la voie au protocole d'extinction. Stolar observa la bataille à la fois sur les écrans visuels et les moniteurs de guerre psychologique que les humains avaient installés à bord du navire. Sur les écrans tactiques ordinaires, cela ressemblait à une bataille spatiale conventionnelle. Des vaisseaux échangeant des tirs, des chasseurs engagés dans les combats aériens, des équipes d'abordage assaillant des vaisseaux ennemis. Sur les affichages de guerre psychologique, cela ressemblait à un cauchemar. Les spécialistes humains se déplaçaient à travers la conscience collective de l'essaim du vide comme un virus, détruisant des schémas de pensée et coupant les liens entre les esprits individuels. Les créatures anciennes ripostaient avec des défenses mentales qui avaient été affinées sur des périodes géologiques. Mais les humains s'adaptaient plus vite que l'ennemi ne pouvait réagir. Le docteur Foster coordonnait l'assaut psychologique depuis son poste au centre de contrôle. Ses méthodes avaient évolué bien au-delà de simples armes basées sur la peur. Il disposait désormais d'appareils capables de réécrire la mémoire, d'altérer la perception et d'anéantir les fonctions cognitives fondamentales qui permettent la pensée consciente. Annonçant le début de la séquence de déploiement finale, Foster intima à tout le personnel de se préparer à l'activation du protocole d'extinction. L'appareil qu'il mit en marche différait de tout ce que Stolar avait observé durant le conflit. Plutôt que de cibler des pensées ou des émotions précises, il s'attaquait aux structures essentielles qui permettaient aux esprits de se connecter et de partager des informations. L'effet se propagea à travers la conscience collective de l'essaim du vide, comme de l'acide sur un tissu vivant, désagrégeant les liens qui maintenaient leur intelligence commune. Les conséquences furent immédiates et terrifiantes. Sur tout le champ de bataille, les créatures de l'essaim du vide cessèrent brusquement leurs assauts coordonnés et commencèrent à se déplacer de manière aléatoire. Leurs biomoteurs perdirent leur formation et dérivèrent sans but dans l'espace. Les imposantes structures défensives autour de leur monde natal devinrent silencieuses, les mines les contrôlant cessant tout simplement de fonctionner. Par le système de communication du vaisseau, Stalar entendit des rapports d'autres bâtiments de la coalition décrivant le même phénomène. L'ennemi ne mourait pas. Il était réduit à l'état mental d'animaux simples, incapables de parler, de planifier ou même d'utiliser des outils élémentaires. Déploiement du protocole d'extinction réussi, rapporta le colonel Williams. Dissolution de la conscience collective à 97% et en augmentation. Temps estimé pour la défaillance cognitive complète, 47 minutes. Alors que le combat se déroulait autour d'eux, les forces de la coalition se retrouvèrent face à un ennemi qui ne pouvait plus se défendre efficacement. Les créatures individuelles de l'essaim du vide disposaient toujours de leurs armes biologiques et de leurs défenses naturelles, mais elles ne pouvaient plus coordonner leurs attaques ou s'adapter aux situations tactiques évolutives. Ce n'était plus de la guerre, c'était de l'extermination. L'amiral Morrison se tenait au centre du pont, observant ses spécialistes en guerre psychologique achever la destruction de la capacité de pensée d'une espèce entière. Son expression était sereine, professionnelle, presque détachée. Pour lui et son équipe, ce n'était qu'une mission réussie de plus. « Monsieur », rapporta l'officier des communications, « les Gorvani demandent la permission d'aborder le monde natal ennemi pour les opérations de nettoyage final. »« Accordé », répliqua Morrison sans la moindre hésitation. « Mais rappelez au capitaine Gort que nous avons besoin de quelques spécimens vivants pour étude. Le docteur Foster souhaite examiner les effets à long terme du protocole d'extinction. » Alors que les forces de la coalition s'apprêtaient à atterrir sur le monde natal de l'essaim du vide, Stolar se surprenait à méditer sur tout ce qu'il avait vu durant cette guerre.
Les humains étaient arrivés en créatures apparemment fragiles, dénuées d'armes ou de défense naturelle. Ils semblaient représenter l'espèce la moins menaçante de la coalition, mais ils avaient mis fin au conflit en détruisant la faculté de penser de l'ennemi. Non pas par une puissance de feu supérieure ou des tactiques plus affûtées, mais en comprenant le fonctionnement de la conscience et en la démantelant systématiquement. Ils avaient transformé la guerre en science, et leur science s'était avérée plus dévastatrice que n'importe quelle arme jamais conçue. Zetalar, l'interpella l'amiral Morrison, interrompant ses pensées. Vous avez observé nos opérations tout au long de cette campagne. Quelle est votre évaluation de l'efficacité militaire humaine? Zetalar regarda l'amiral, puis les affichages de guerre psychologique montrant l'effondrement cognitif total de la conscience collective de l'essaim du vide. Quand il prit la parole, sa voix était douce, mais ferme. Votre peuple n'est pas constitué de guerriers, du moins pas dans le sens que d'autres espèces reconnaîtraient. Il ajouta, les guerriers se battent avec honneur, avec fureur, avec le désir de prouver leur force face à des adversaires dignes. Vous vous battez avec précision, avec calcul, dans le but de rendre vos ennemis incapables de riposter. Morrison hocha lentement la tête. Et c'est ce qui vous rend l'espèce la plus redoutable de la galaxie, conclut Zetar. Car vous pouvez choisir d'être des monstres quand des monstres sont nécessaires, puis choisir d'être autre chose quand la situation évolue. Le reste d'entre nous est ce que nous sommes. Vous êtes ce que vous avez besoin d'être. Morrison demeura silencieux un long moment, scrutant les affichages tactiques qui montraient l'effondrement final de la résistance de l'essaim du vide. Quand il parla enfin, sa voix portait un poids qui semblait résumer toute la guerre qu'il venait de conclure. L'univers pullule de monstres, Zetolar. Certains naissent ainsi, comme le suggère la réputation de votre peuple. D'autres le deviennent par nécessité, comme nous. Mais les véritables monstres sont ceux qui choisissent de l'être par plaisir, pour la conquête, pour la simple joie d'engendrer la souffrance. L'essaim du vide était ce genre de monstre, et il fallait l'arrêter. Alors que les derniers rapports confirmaient le succès total du protocole d'extinction, Stalar réalisa que la guerre était terminée. Mais il n'était plus certain de qui l'avait réellement gagnée.